Aujourd'hui les amis, j'ouvre un espace de parole vraie. Si tu as vécu de la discrimination, du rejet, ou tout simplement le sentiment de ne pas être à ta place, alors cet épisode est pour toi. Let's go. When I close my eyes, all I see are pictures of things I don't want to see in my mind's eye. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 7 de Ocean Room, ton podcast d'évasion avec Océane. J'espère que tout va bien et que vous vous portez bien. Merci pour toutes les personnes qui regardent les vidéos. Et si vous n'avez pas vu le premier témoignage avec Odessa, je vous remets ici la petite vidéo. Comme ça, vous pourrez aller visionner le podcast. Aujourd'hui les amis, comme vous l'avez pu voir, nous allons parler de discrimination et pour ça, j'ai une toute nouvelle invitée, ma deuxième invitée de mon podcast. Aram, c'est une amie et une femme que j'ai rencontrée quand j'étais Snappy Paris et si t'as pas vu la vidéo, je te raconte mon histoire du concours, je te la mets aussi. Mais on faisait des photos ensemble, on s'était rencontrés sur un shooting ou un tournage, je ne sais plus. C'est une femme exceptionnelle, elle est née en France, elle est d'origine sénégalaise et après avoir eu un déclic qui a un peu chamboulé sa vie, elle a décidé de partir s'installer et immigrer au Québec, car Aram aujourd'hui, petit spoil, est une résidente permanente du Canada. Mais avant tout ça, elle va vous raconter son parcours et aujourd'hui, c'est quand même un sujet délicat. Tout le monde et beaucoup de personnes vivent de la discrimination mais n'osent pas en parler. Donc les amis, sans plus tarder, nous allons découvrir le témoignage d'Aram. C'est parti pour l'épisode 7. Comment voter? Est-ce que tu m'entends bien là? Je t'entends super bien. Ça a bugué, hein, je suis en mode genre, qu'est-ce qui s'est passé? Bah moi j'étais en mode aller passer où? Et ben je suis revenue. Comment tu vas, Maharam? Bah superbement bien et toi ma belle? Ben ça va, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis trop contente que tu puisses venir dans l'épisode 7. T'es ma deuxième invitée. Oh, quel honneur! Merci à toi de m'avoir proposé d'y participer. Et le top 3, on va voir c'est qui la troisième qui va être dans le top 3, tu sais. Maharam, comment tu te sens? Bah moi je me sens superbement bien, demain c'est mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai, demain c'est ton anniversaire. Je te le souhaiterai demain parce qu'on dit toujours souhaiter le jour même. Oui, j'ai pas besoin qu'on me le souhaite en avance. Mais en tout cas, t'es rayonnante, t'es magnifique. Merci, franchement, toi aussi. J'adore. Merci. Et aujourd'hui, c'est un bonheur de te voir. Un petit bonheur aussi de te voir. À chaque fois qu'on s'appelle, on est toujours au téléphone pendant 2 heures audio. On cuisine en même temps. Je vous jure. Parce qu'en fait, les débats, ils sont tellement intéressants et percutants qu'on est en plein dedans. Tout le temps. Vous savez quand on s'appelle. Ah ouais, non mais on parle pendant 2 heures et on fait des débats genre sur la religion, sur le monde, sur la guerre, sur la politique, sur l'humanité, sur l'économie, sur tout. On parle de tout. Mais c'est bien d'être entouré d'amis parce que ça fait quand même des années maintenant qu'on se côtoie. Ça fait plus de 10 ans, ça va faire plus de 10 ans, ouais. Donc ça fait des années maintenant. Et c'est bien d'avoir des amis comme ça de longue date avec qui tu partages la même manière de penser, les mêmes ambitions, le même mindset. Comme maintenant, les gens ils sont tellement centrés sur les réseaux sociaux que il y a plus ce côté humanité. Non, c'est vrai. Maintenant, les gens, on est centré sur les réseaux sociaux. Les rencontres, ça se fait que par les réseaux. Donc, j'avoue que c'est pas pareil. En tout cas, quand t'as des amis de longue date, c'est des relations qui sont bien différentes, tu vois. Oui. En tout cas, Aram, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche, qui nous parle, qui te parle. Oui. En lien sur la discrimination et aussi ton parcours entre la France et le Canada. Donc, avant toute chose, on aimerait savoir qui est Aram, qui es-tu, d'où viens-tu? Alors moi je m'appelle Aram, j'ai 36 ans. Je viens de Paris, je suis née à Nanterre plus précisément et j'ai grandi dans la région parisienne, donc dans le 91, dans une grande famille avec des frères et sœurs, une maman qui nous aime. Comment ça s'est passé au niveau, c'est ça, tes études, ta carrière en France, qu'est-ce que t'as fait? Moi mes études en fait j'ai commencé parce que
j'étais pas quelqu'un, honnêtement, qui aimait les études. Ok. J'étais, en toute impartialité, un élément perturbateur. J'aimais bien faire des bêtises en classe et tout parce que ben j'ai jamais aimé de m'asseoir en classe et d'écouter un enseignant parler parce que je comprenais déjà le cours, donc je m'ennuyais en classe. Donc ouais, j'étais pas disons que dans l'adolescence, j'étais pas une crème. C'était pas une crème. Mais tu sais, Non. en général, c'est toujours comme ça. En général, les enfants qui sont un peu perturbateurs, c'est Oui. ceux qui sont le plus, je trouve, les plus développés, les plus curieux, tu vois. Donc en vrai, oui, c'est sûr, ça veut rien dire. Et c'est vrai que tu vois, j'avais envie de parler aussi de ta transition entre la France, parce que bah t'étais en France, t'as travaillé en France, t'as fait tes études en France, Ouais, enfin ouais, toute c'est ta ça vie en fait. en France. Ben, pour poursuivre par rapport à ta question, oui, j'étais en France. Donc du coup, bon, collège, lycée, après ben, faculté. Ensuite, je suis allée à Toulouse. Donc Ok. j'ai fait là-bas mon truc de PNC. Donc ça s'est superbement bien passé. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré mon ex-mari, le père de ma fille, etc. Et ensuite, en 2011, lui et moi, on est remonté dans la région parisienne parce que lui, il avait eu un boulot pour la bourse de New York. Et moi, j'avais signé un contrat aussi pour... bah, j'étais avec Air France et en fait, ils m'ont juste comme muté au terminal 2E, quoi. Ouais, tout Voilà, simplement. voilà, c'est ça. Donc, et après, bah, après on s'est installé à Levallois-Perret, 2011. Enfin, on est des jeunes mariés, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. et après, bah, l'arrivée de la petite, la grossesse et tout. Du coup, j'ai dû arrêter de travailler dans le milieu aéroportuaire pour me concentrer plus dans la fonction publique. Et là, j'ai commencé à travailler dans le secteur public, l'armement militaire français, MBDA, le ministère de l'Éducation nationale, où j'étais directrice ben, du secteur pédagogique à Paris-Saclay, Paris-Sud. Je gérais donc par exemple les optométristes de la santé, au C1, au Ok. C2, au C3, donc ceux qui étaient désireux. D'ailleurs, ça a été mon premier contact avec le Québec. Qui sait, c'était peut-être un message subliminal, parce que les optométristes de la santé, Ah, il y en a très peu sur Paris. T'as beaucoup d'optométristes français qui ont émigré au Québec et qui ont monté leur cabinet d'optométristes de la santé. Et après, ben là, j'ai été mutée au ministère de la Justice, donc au département protection judiciaire de la jeunesse, toujours dans le secteur RH. franchement, t'as un beau parcours, une belle carrière en vrai, hein. Donc t'es passée de PNC en tant que maintenant directrice des ressources humaines, et après tu t'es dit bon, j'ai envie de quitter la France, j'ai Oui, envie parce d'aller que immigrer au Canada, mais pourquoi? Pourquoi t'as eu ce déclic qui fait que bah parce que t'étais franchement bien, t'avais une belle carrière, tu travaillais pour le ministère, et puis tu t'es dit bah il faut que je parte. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? ben, disons que même si, disons que dans la vie, il y a des aléas, parce qu'on est humain, on va se cadrer une certaine directive pour avoir un beau cadre de vie. Mais disons que dans ce parcours-là, j'avais pas prévu un divorce dit chaotique, qui fait que je me retrouve toute seule avec un nourrisson à l'époque. J'ai accouché en 2014, j'ai divorcé en 2014. C'était pas prévu. Donc j'ai eu des réalités de terrain où ben je me suis retrouvée mère seule avec un enfant. Fallait que je quitte mon logement, que je me retrouve un logement, que je me refasse, parce que ben quand t'es maman et que quand t'es une femme mariée et que t'es maman, c'est pas pareil que quand t'es une femme divorcée avec un enfant, parce que ben là en fait on te donne pas les codes, on te dit pas comment être une maman. T'as pas les codes, toi t'as un bébé qui est là qui te connaît pas, toi aussi tu le connais pas, vous apprenez à vous connaître. Tu vois ce que je veux dire? Vous apprenez à vous connaître, donc il fait passer nuit. On te donne pas les codes pour te dire, bah en fait, il faut faire ci, il faut faire ça. Je me suis retrouvée vraiment seule, mais j'ai eu ma mère qui était là, qui elle m'a beaucoup aidée. Donc vraiment, ma mère, c'est la prunelle de mes yeux. Elle a été là vraiment à mes débuts parce que j'étais en plein divorce. Donc c'est vraiment elle qui m'a permis
de pouvoir continuer d'assurer mes fonctions professionnelles tout en jonglant avec mon rôle de mère. Donc, je me suis retrouvée à aller demander des places en crèche à Balkany, euh, mettre la petite à 9 mois en crèche, jongler, courir partout, c'était quelque chose. Et puis à côté, j'avais monté une association Live Together, vivons ensemble, qui avait pour objectif de lutter contre l'échec scolaire dans les zones d'éducation prioritaire, donc qui avait été reconnue. Donc ça m'a permis d'élargir mon réseau. Là, j'ai rencontré Valérie Pécresse, Jean-François Lamour, l'ancien ministre des Sports sous Sarkozy, qui lui a été d'un grand soutien. Donc je tiens à le remercier profondément via ce podcast. Jean-François Lamour, Ramayad, Valérie Pécresse, elle a été aussi d'un grand soutien dans cette période où j'étais en plein divorce et ils m'ont aidé. Il y a les réalités aussi. Quand tu es confronté aux administrations, parce que c'est plus pareil quand tu es une femme mariée et que tu vas dans une administration française, on te voit comme la femme d'eux. Mais quand tu divorces et qu'ils comprennent que maintenant tu es toute seule avec un enfant, ben, le regard, il est différent, l'accueil, il est différent, la perception est différente parce que une femme seule avec un enfant, c'est considéré comme une charge au niveau de l'État. En France, t'es enceinte, t'as peur de le dire à ton employeur, t'attends des fois de valider ta période d'essai ou de faire 5 mois pour annoncer ta grossesse juste par crainte de pas perdre ton emploi. Je comprends pas qu'il y ait encore des choses comme ça qui se passent alors que c'est nous qui donnons la vie, quoi. Et que demain, je vais dire, Emmanuel Macron, c'est une femme qui l'a mis au monde. Donc, il y a tellement de trucs en France que je pouvais plus. Je vais pas sombrer dans une dépression parce que je suis dans une société qui refuse de me donner ma chance, parce que malheureusement, heureusement, je suis femme, en plus de ça, qui plus est noire, oh, au nom du père, en plus monoparentale, euh, tous ces stéréotypes qui font que t'as pas envie même de me donner du crédit ou même de m'entendre. Parce que pour eux, encore un cas social, parce qu'ils se sont fait des idées sur, tu vois, le cadre professionnel dans lequel où t'as pas la possibilité d'évoluer, parce que on te met dans des boîtes, on te met dans une case, on te fait comprendre que estime-toi heureuse. T'es déjà RH au ministère de la Justice, genre en gros tu veux quoi de plus, quoi. Je suis en mode moi je veux ta place, c'est comment? Moi aussi, je vais être placée, tu vois. Mais non, on va te mettre des bâtons dans les roues. En plus de ça, la femme noire, elle n'a pas le droit d'être intelligente, elle n'a pas le droit d'avoir un avis. Sois belle et tais-toi. Et encore, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi les premiers défis que tu as rencontrés quand tu es arrivée ici à Montréal? Surtout en tant que femme, tu vois, française d'origine sénégalaise avec un enfant. Ça a été quoi tes enjeux, tes premiers enjeux? Moi, déjà, avant d'arriver au Canada, j'avais déjà trouvé mon logement depuis la France. Ce qui fait que quand je suis arrivée, j'avais déjà mon appartement, tout, que j'avais déjà payé 6 mois avant, etc. Donc j'avais déjà un pied-à-terre, tout meublé. La propriétaire que j'avais à l'époque, Véronique Dernocourt, une excellente femme, vraiment une excellente propriétaire, mère seule, 5 enfants, qui elle aussi a quitté Marseille il y a 25 ans pour venir s'établir au Québec, toute seule avec ses 5 gosses. J'ai énormément de respect pour cette femme. Et alors où je te parle, c'est l'une des plus grosses compagnies immobilières qui a du poids à Montréal. Et donc ça a été ma propriétaire. Elle m'a fourni un logement tout meublé pour 800 $ par mois. Elle m'a envoyé son fils venir me chercher à l'aéroport. Vraiment une femme en or, quoi. Donc déjà, moi je me dis, j'aurais eu ça en France, jamais on m'aurait accueilli comme ça. Donc je me dis, ok, là déjà l'accueil il est bien, j'ai déjà un pied-à-terre, tout était meublé, même la serviette de bain, elle me l'avait fournie. J'adore. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'étais en mode, tout est équipé, la cuillère, là, tout, le frigo rempli de tout. Je suis arrivée, j'ai juste posé mes valises avec la petite. Donc déjà, ça m'a rassurée parce que j'ai un pied-à-terre, j'ai un toit sur la tête. Ensuite, faut inscrire la petite à l'école. En France, c'est automatique. Les enfants, ils mangent à la cantine. Tu vois?
Moi, quand Ouais, je suis c'est arrivée, vrai. En France, c'est automatique, alors qu'ici, automatique, l'enfant, il mange à la cantine. Moi, j'ai pas eu le réflexe de me dire qu'ici, il fallait faire une boîte à lunch. Donc moi, en fait, vraiment, shame on me, vraiment, honte à moi. Je prends la petite, non, mais vraiment, la petite, je la prends, je la dépose à l'école sans lunch, rien, avec son sac à dos et tout, comme ça pendant une semaine. Et en fait, à la fin de la semaine, t'as l'école qui m'appelle et tout, qui me dit oui, on va mettre votre fille à la mesure alimentaire. Et je leur dis pourquoi vous voulez me ramener les services sociaux? Moi, ma fille, elle mange, nanani, nanana. Donc déjà, je comprends pas, tu vois. Et elle me dit, et là, la dame, elle part à rire. Elle dit, mais non, pourquoi vous voulez qu'on vous envoie les services sociaux? On va bien que vous occupez de la petite. Non, la mesure alimentaire, c'est un truc pour les femmes pauvres, pour qu'on leur donne à manger. Je dis, mais je suis pas pauvre. bah oui. Elle dit, bah, ça fait une semaine que vous ramenez votre petite, elle a pas de lunch. Je dis, attendez, je comprends pas, là. Bon, bah, j'avais dit qu'il fallait que je Il y ramène a un pas de lunch. Je croyais qu'il y cantine. avait une cantine. Tu vois? Elle me dit, mais non, il y a pas de cantine ici. Il faut ramener de la boîte à lunch à votre fille tous les midis. Donc là, ça veut dire que ma fille, elle a pas Oh. mangé. Donc déjà, elle a le temps de réaliser le truc. Mais Du attends, coup, ok, ta il faut fille, aller acheter une boîte à lunch. mais ta fille, elle te Et la disait pas, petite, rentre à la maison? non, la petite, un amour, une crème, mon amour, une crème, cet enfant. Un ange tombé du ciel, elle m'a rien dit. Oh Rien là dit. là. Après, bon, bah, il y a l'hiver. Donc là, on te dit qu'il faut acheter une combinaison de ski. Et là, t'es en mode, attends, c'est quoi ça? Je sais. Non, mais je sais. L'hiver, tu dis, comment c'est une combinaison de ski, genre? Des manteaux à -40. Et puis, tu vois la gamine qui va à l'école en combinaison de ski. Faut acheter les chaussures d'hiver, des bottes qui font 3 mètres de long. T'es en mode, ok, d'accord. Là, je suis dans le tiers-monde. On va s'adapter. C'est comme ça le Québec, on s'adapte. Les gens sont très accueillants au départ, où t'as l'impression que c'est tes amis et après, ben, en fait, c'est pas tes amis. Parce que le lendemain, ils peuvent te croiser, ne même pas te dire bonjour. Donc là aussi, c'est un double choc. Donc, tu dis, ben, ils sont chelous, les gens. C'est quoi leur problème? Donc, et puis la solitude. Tu te rends compte que quand il fait froid, t'es seul parce que les gens sortent pas. Il fait froid. Et quand c'est l'été, bah, t'es l'ami à tout le monde. Tout le monde veut te voir. Tu veux faire des barbecues avec tout le monde. Donc, faut Ouais, s'adapter au choc ouais. culturel. J'ai mis du temps. Après, voilà, les enjeux professionnels, les enjeux de ma fille aussi. L'éducation, c'est pas pareil qu'en France. Le système scolaire. Donc après, je suis rentrée dans le conseil d'administration de l'école pour être représentante. Après, j'ai été représentante des parents d'élèves pendant 3 ans, où j'assistais aux réunions, blablabla, les mises en place. Ça m'a permis de comprendre ben, les codes scolaires québécois, parce que je me suis dit, bah, à partir du moment où tu as fait le choix d'immigrer, il faut que tu comprennes leurs codes, ta fille, elle est scolarisée, etc. Il faut que j'arrive Hmm. à comprendre. Et de fil en aiguille, ben, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, tout en étant confronté à certaines réalités au Québec auxquelles je ne m'y attendais pas, telles que le racisme systémique, qui est vraiment très prononcé ici, et je m'y attendais pas, quoi. Comment t'as réagi la première fois que t'as vécu une discrimination? En fait, le truc, Océane, ça c'est une chose, c'est important de prendre en compte en tant que femme issue des minorités visibles. Ça veut dire de la discrimination, j'en vis tous les jours. Ça veut dire Ok. du lundi au vendredi, je subis une discrimination quelconque. Si c'est pas une remarque en lien avec ma couleur de peau, c'est des sous-entendus, tu vois, ou sinon on va clairement te faire comprendre, mais qu'en fait on veut pas avoir affaire à toi. Et ça va être à différents niveaux. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit que tu conduis, le policier, ça m'est arrivé quand j'étais à Châteauguay. Le policier il m'a arrêté, direct il a dit les immigrants ils savent pas conduire. Donc maintenant, moi, qu'est-ce qui me dit que là, moi, en fait, tu m'arrêtes parce que j'ai vraiment fait une infraction. Tu vois ce que je veux dire? Parce que direct d'entrée, tu me Hmm. dis, les immigrants, ils savent pas conduire. Donc déjà, ça, c'est une forme de discrimination que j'ai vécue. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des trucs comme ça que tu vis tous les jours. Que quand tu vas chercher la petite à l'école, déjà à l'école ici au Québec, c'est une mentalité très arriérée. Ils sont anciens, etc. Mais ils sont très ouverts au changement et à la diversité parce que ben il y a beaucoup d'immigration au Québec, on peut pas le nier. Bien Donc tu sûr. vois quand même que malgré ça, ils sont ouverts à l'immigration, disons à échelle réduite, hein, en Hmm. fonction voilà, c'est bien sélectionné. Mais ils ont une image, je sais pas,
les premiers immigrants, de quelles origines ils étaient, comment ça se passait, mais tu vois bien qu'ils ont un stéréotype, en fait, des minorités visibles, de la famille des minorités visibles, du rôle de la mère, de comment elle doit se comporter avec l'enfant. Donc eux, pour eux, dès que t'es noir et que tu rentres dans le système scolaire, ben en fait, ils te mettent déjà dans des cases, ils te laissent même pas ta chance. Parce que pour eux, on doit te sauver, genre, tu vois, le syndrome du sauveur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils se Oui, permettent des trucs ouais. tu vois, ils se permettent des actions qu'ils ont pas à poser sous prétexte que, bah, t'es noir, on va te sauver. Mais qui t'a dit que j'avais besoin d'être sauvé? Je Ouais, sais, bien je sûr, parce m'explique bien, enfin, je comprends pas, tu vois. Donc, déjà, t'es confronté déjà à des qu'ils te jugements. traitent. Mais oui, même la Mm. petite, à l'école, tous les jours, il y avait des formes de discrimination. À l'école, enfin, où elle est la petite, il y en a tous les jours. Moi, au travail, dans les différents emplois que j'ai eus, et pourtant j'ai occupé j'occupe encore des postes à responsabilité, à haute fonction, et tu le sais, Océane, où je suis Bien. 95% du temps la seule issue des minorités visibles à la direction, avec des cadres, tu vois ce que je veux dire? Et même là, c'est un combat. Déjà, je suis une femme. Alors déjà, le problème d'équité salariale pour les hommes et les femmes, on sait, c'est depuis la nuit des lustres, mais en plus, t'es noir. Et en plus de ça, tu donnes des ordres. Genre, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il faut que... Ok. Donc, moi, le fait est que je sois française, je pense que ça m'a pas mal aidé dans mes échanges, notamment avec les administrations pour me défendre, parce que je connais mes droits, je lis le code civil du Québec, le code pénal et tout pour bien connaître mes droits et savoir me défendre. Et, euh, et c'est dommage de constamment devoir prouver que je suis un être humain comme vous en fait. Genre, il y a différents degrés. Moi, quand une personne, enfin, je veux dire, moi, je suis du groupe sanguin O+. Quand je vais à l'hôpital, on me demande pas ma couleur de peau hein, pour donner mon sang. On me demande mon groupe sanguin. Donc vous n'avez pas de problème à prendre mon sang pour sauver des vies. Par contre, c'est dérangeant d'avoir une femme issue des minorités visibles dans une pièce où qui plus est, elle a une certaine intelligence ou en plus de ça, elle ose parler. Comment ça, elle peut dire des choses, t'as pas à parler en fait, toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu En fait, déranges. c'est que tout de suite, en fait, donc c'est que déjà, on va te juger et te discriminer par rapport à ta couleur de peau, Mais par c'est ça, rapport à tes origines. c'est ça. Mais quand on va voir, oh, elle a un passeport français, bon, on va la laisser passer. On va lui Mais donner une chance parce qu'elle est française. si par contre tu aurais eu un passeport, bah, je ne sais pas, bah, sénégalais ou autre, là tout de suite on t'aurait pas donné ta chance, on t'aurait dit non. Et ce qui te sauve, Aram, parce que c'est ce qu'on a parlé, c'est que tu connais tes droits. Tu Mhm. connais tes droits, t'es une femme de justice en tout cas, et t'es une personne que toi tu vas pas te laisser abattre et tu vas aller jusqu'au bout. C'est Parce que ça. tu m'avais même parlé que tu avais vécu une situation au travail. Tu t'es pas dit Ah, non, je vais laisser passer. Non, non, t'es allé jusqu'au bout, t'es allé confronter en fait les dirigeants de la compagnie. ah ouais, non, mais en fait, bon, je peux pas nommer le nom de la compagnie par Non, on note pas. confidentialité, mais oui, j'ai été DRH dans cette compagnie-là pendant plusieurs années. Je gérais un peu plus de 400 et quelques salariés et je subissais de la discrimination every time. Donc c'était des réflexions à base de pain à nègre. Alors quand je disais c'est quoi le pain à nègre? Tu vois, je comprenais pas. Ça veut dire quoi Mm. pain à nègre? Alors après, quand on m'a expliqué que ici ça voulait dire une femme noire qui sort avec un homme blanc, ben on les qualifie de pain à nègre. Et j'étais en mode ok. Et j'étais en mode ben en fait je sors avec quel blanc? Enfin j'ai pas de gars. Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc je comprenais pas. Ou quand on te fait des réflexions en te disant mais c'est dingue, tu parles super bien le français. Ben, je suis né en France, je Ouais, comprends pas. bien J'ai sûr. étudié là-bas, je comprends pas. Euh, what else? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou Enfin, quand pas très. tu arrives dans une pièce et qu'on dit oh mais t'es belle pour une noire, ça veut dire quoi? Ça veut Alors dire que oui, si j'aurais ça, été moche, tu m'aurais pas reçu pareil. C'est quoi? t'es Qu'est-ce belle. que je dois comprendre? Non mais tu vois ce que je veux dire, genre des réflexions comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que
il y a eu un incident et la comptable s'est énervée sur moi. Elle est venue, elle m'a foncé dessus en me disant qu'elle me supportait pas, que j'étais une pitoune. Alors une pitoune, apparemment ici, c'est les petites filles très coquettes, très qui prennent soin d'elles. Bon, tu me connais, Un peu Océane, j'aime bien. superficielle. Voilà, Ouais. moi je suis pas Pitoune. superficielle, pourtant, et tu le sais que je suis pas superficielle. Par contre, oui, je suis coquette, j'aime prendre soin de moi, Ouais. j'aime être bien habillée, j'aime. Tu me connais, Océane, on a ce point-là d'ailleurs en commun. Merci. C'est pas parce que, et on va rectifier, c'est pas parce que une femme prend soin d'elle, elle est coquette, qu'elle est superficielle. Attention. Oui, voilà. Donc, Je veux dire, je suis de la rectifie, on n'est jugeote, pas des poutines. c'est ça, toi, on n'est pas des pitounes. Et du coup, c'est ça, c'est ça. Et du coup, bah moi, elle est venue, elle me dit ouais, t'es une pitoune et tout, là, et en fait, elle me fonce dessus. Et là, en fait, moi, je me dis, alors là, c'est ma première altercation au Québec, où en fait, bah carrément, on me casse la gueule parce que, bah en fait, elle peut plus me T'es voir. québécoise? Non, Cette mais elle femme, m'a elle était québécoise. frappé. Oui, oui, la fille, elle était québécoise, ouais. Ah, ok. Elle t'a Et frappé? elle m'a carrément frappé. Ça veut dire que moi, en fait, je me suis dit, soit je lui casse la gueule, mais là, arabe, t'as pas la bonne couleur. C'est sûr qu'on va dire que c'est toi la guilty. Donc moi, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en victime, j'ai pleuré. J'ai fait la tape, pourquoi elle me tape, nanana, nanana. J'ai dit, ben regardez et tout. Dieu merci, il y avait les caméras, il y avait des témoins. Donc quand les directeurs sont arrivés, eux, en fait, ils étaient choqués de voir qu'en fait, il y avait les caméras, Securitas, ils étaient là. Moi, j'étais en mode sous le choc. Les pompiers sont arrivés, genre j'en ai fait tout un pataquès. Et 2 jours après, on me vire. Deux jours après, tu as viré? 2 jours après, on me vire pour me dire quoi? Ouais, mais toi, t'es là depuis moins longtemps qu'elle. Elle, ça fait genre 8 ans qu'elle est là. Ça va être compliqué de se séparer d'elle. Genre, en gros, c'est plus facile de se séparer de toi parce que toi, genre, en gros, t'as moins d'ancienneté. Non, mais pardon, attends, déjà, ils ont même pas, attends, je suis désolée, mais quand il y a une histoire comme ça, ils se sont pas réunis avec Non, toi? il n'y a pas eu de réunion. Non, il n'y a pas eu de Pardon. réunion. Je te jure, ils m'ont jeté comme une malpropre, Océane, comme si j'étais une merde. Ça veut dire ce jour-là, je suis rentrée chez moi, je me suis effondrée. J'ai dit, mais c'est quoi cette injustice? Ouais, C'est non, quoi ça? Là, qu'est-ce que j'ai fait? Le pire dans tout ça, en fait, c'est quoi qui m'a poussé à me défendre? C'est que j'ai perdu mon emploi, on m'a viré injustement, mais moi je suis avec un permis de travail en PVT, tu vois. J'ai pas envie de compliquer mon cas, tu vois ce que je veux dire. Donc vas-y, je vais aller déposer mon assurance chômage, je vais attendre le chômage pour que en gros ben le temps que je retrouve un boulot. Mais ça m'avait fait mal. Et là en fait, je vois que j'arrive pas à travailler, c'est-à-dire je postule pendant 6, 7 mois, je trouve pas de boulot. Je me dis c'est bizarre. Et j'arrive pas à avoir mon chômage. Maintenant, j'appelle, je leur dis c'est bizarre, pourquoi ça fait 7 mois que j'ai été remerciée et j'ai toujours pas reçu mon chômage et tout. Et la dame elle me dit bah oui, vous êtes une PVT, vous êtes une résidente temporaire, donc en fait on n'a pas besoin de vous appeler pour vous dire l'état de votre dossier. Nous on se fie en fait au motif de l'employeur. Après j'ai dit ah ouais, je dis mais l'employeur il vous a mis quoi comme motif? Elle me dit bah il a mis inconduit. J'ai dit pardon? Elle dit oui, il a mis Pourquoi? inconduit dans votre dossier en disant que vous avez frappé quelqu'un. J'ai dit moi? J'ai dit mais c'est moi qu'on a frappé. Après elle me dit ah bon vous avez des preuves? J'ai dit j'ai des preuves. J'ai le certificat médical, j'ai le rapport écrit du directeur, j'ai le rapport écrit, j'ai tout avec moi, j'ai les photos, j'ai tout avec moi. La dame elle m'a dit ah bon ben écoutez envoyez-nous tout ça et on va le passer en commission à faire un recours. C'est-à-dire là en fait je réalise qu'en fait ils ont bousillé mon dossier et là en fait j'envoie toutes les preuves à la dame. La dame elle est choquée. Ça veut dire la dame, même quand elle voit les photos, parce que tu vois les griffures sur mon cou, tu vois le rapport du médecin, les pompiers, tu vois que c'est moi la victime. La dame, elle est tellement choquée de l'assurance emploi qu'elle me rappelle. Elle me dit, madame, faut pas laisser ça comme ça. Appelez la CNSST. Je lui dis, c'est quoi la CNSST? Elle me dit, c'est les commissions des normes de santé et sécurité du travail, c'est les normes du travail, vous avez subi de la discrimination et de l'harcèlement, c'est pas normal, c'est vous la victime, et eux, en plus de ça, ils vous ont menti. Ça veut dire que, même au niveau de la loi d'assurance emploi, ils n'avaient pas le droit d'inventer qu'il y a eu une inconduite pour bousiller vos droits, en fait, pour pas que vous ayez droit au chômage. Ça veut dire que même nous, on va se retourner contre eux parce qu'ils ont menti dans la déclaration et tout. Vous laissez pas faire. Tu vois, il m'a dit, vous laissez pas faire. Allez déposer plainte, non, 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 non. Ça veut dire c'est la dame en fait qui m'a motivé.
C'est-à-dire, Ah si la non. dame, elle m'aurait pas motivée, elle m'aurait pas dit quoi faire, j'aurais même pas pensé tu vois ce que je veux dire? Mais non, parce que tu viens d'arriver sur un Je viens territoire que tu ne d'arriver, je connais pas encore les trucs, Donc tu vois ce toi, que je t'es veux dire? là, alors oui, on te licencie, on sait très bien qu'il y a remis les droits du travail, mais toi, tu ne savais pas que sur ton dossier, en fait, on avait complètement bousillé Exactement, et c'est ça. mal. Et C'est en fait, ça. Et qu'on avait mis un conduite agressif, ouais, genre, des vrais bails. C'est-à-dire, la dame, elle m'a envoyé ce que la dame, elle avait mis dans le RE. Quand j'ai lu, j'ai dit, non, mais alors vous, ça veut dire la dame, même, ça veut dire la dame, même, non, je verrai jamais cette dame, Madame Joseph. Elle-même, on dirait, c'est elle qui vivait le truc. Elle suivait le cas. Elle me disait, faut pas vous laisser faire. Allez aux normes, portez plainte avec les preuves que vous avez. Vous allez récupérer nanana. J'ai dit, OK. Maintenant, je regarde sur Google. C'est quoi les normes du travail? Je me ouais, renseigne, tac, tac, tac. Tu me connais, je suis procédurière. mais J'ai dit, OK. Si j'appelle mon avocate, je lui expose mon cas. Je lui dis, oui, regardez, nanana. Elle me dit, mais non, mais Aram, mais mais c'est accablant, les preuves, nanana. Genre, tu peux pas laisser ça comme ça et tout. Attaque-les. Ici, t'es au Québec, ça va être reconnu et tout. Maintenant, moi, en même temps, je suis en mode, putain, là, je suis en train de gérer la garde de la petite, là, le travail, l'immigration, et là, maintenant, je dois rentrer au tribunal du travail. J'avais pas besoin de ça, tu vois. Du coup, alors, quand on dit qu'il y a des merdes qui arrivent en même temps, voilà, tu les ah collectionnes. bah là, il y a tout ça. Ah, mais grave. Un truc de fou. Du coup, l'assurance emploi, eux, en fait, ils remettent le dossier clean. Tu vois ce que je veux dire? Ils annulent le truc d'inconduite et en fait, ils me rappellent, ils me remboursent tout ce qu'ils devaient me payer, en fait, pendant 7 mois. Ils me font un rappel en me disant, désolé, nanana. Et ils m'ont fait une lettre d'excuse. C'est-à-dire, la lettre, je te l'envoie si tu veux. Je l'ai avec moi. Je crois que je te l'avais montré une fois. Je Où il crois, y avait marqué, ouais, tu vois. Et ils ont marqué, ouais, désolé, nanana. Genre, ils se sont excusés, genre, l'assurance emploi pour ça et tout. Maintenant, les normes du travail, je leur envoie toutes les preuves. Ah, ils ont pas rigolé. Ils ont payé un gros cabinet d'avocats. Ça veut dire que le cabinet d'avocats, maintenant, c'est les normes du travail qui les payent pour me représenter. Maintenant, l'avocat, lui, il est comme une puce. Il est en mode un dossier pareil. On va, lui, il est comme un fou. Ah, mais non, demandez 1 million, madame. Et ben, non, le gars, il était comme une puce. Et moi, j'étais en mode, ah bon, je peux demander de l'argent? Genre, ah ouais? Genre, qu'est-ce bien que je sûr. risque? Tu vois, non, mais genre, jusqu'à présent, je réalisais pas que je pouvais demander des sommes d'argent. Tu sais ce que je veux dire? Je suis en mode, ah bon, mais c'est pas beaucoup, ça, tu vois? Toi, il me dit, mais non, c'est grave et tout, nanana. Donc là, bim, on lance la plainte, genre, 8 mois après mon licenciement. Et là, maintenant, t'as l'entreprise qui me rappelle, qui est en panique, parce qu'ils savaient pas que j'avais gardé toutes ces preuves avec moi. Et là, ils commencent à me dire, oui, nous, on veut te réembaucher, Oh là reviens. là. J'ai dit, mais vous vous moquez de qui? Ça veut dire que, au moment où, en fait, l'entreprise, elle m'a rappelé pour me dire qu'elle voulait me réembaucher, je te jure, Océane, 2 jours après, j'ai des entreprises qui m'appellent. Oui, nanana. J'ai dit, ah ben quoi, mon dossier il est débloqué. Là, ça veut dire, je vois que là, mon dossier il est débloqué, je commence à avoir des entrevues. Et la compagnie avec qui que j'ai mis au tribunal du travail, elle me rappelle, tu vois. Je dis non, moi je dois pas parler avec vous. Mon avocat il m'a dit je dois pas communiquer avec vous. Genre je parle pas avec vous. Et moi pendant ce temps-là, je continue à lire les lois. Je me suis dit mais Aram, faut que tu te calmes. Donc j'ai commencé à m'inscrire aux formations de la SST. J'ai dit je veux me former. Après j'ai dit comme t'es RH nanana, fais reconnaître ton truc. Du coup j'ai commencé à regarder comment m'inscrire à l'ordre. Tu vois donc là je suis en cours d'admission au CRH1 et tout pour être reconnu à titre et tout. Genre comment je peux me baquer et tout. Et là, c'est là que vraiment j'ai commencé à me renseigner sur mes droits, mes lois, parce que j'ai été Ah. en plein dedans. Et là, le Hmm. tribunal, il arrive, on négocie un bon package. C'est ce package-là, avec des soutiens de mes amis comme Chloé, Arthur, qui m'ont permis, en fait, ben, de tenir avec les procédures au tribunal, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que j'ai vu que, ok, c'est la première fois de ma vie qu'on me traite de sale nègre et que j'ai de l'argent pour ce qu'on m'a fait, genre. Ça veut dire, Mhm. ça a été la première satisfaction que j'ai eue en tant que femme noire de m'être battue et d'avoir eu un dédommagement financier, surtout une grosse somme d'argent, genre. J'étais trop fière de moi, Océane. J'étais trop fière de moi. De me dire, mais en fait, Aram, moi, en fait, t'es noire, mais en fait, t'as le droit de te défendre. Tu t'es dit, tu t'es noir, mais tu as droit de te défendre. Et en fait, c'est ce que C'est les ça. gens, ils
comprendre. Tu vis de la discrimination, tu as droit à te défendre, que ce soit par un avocat, ou même par toi-même, tu as le droit de te défendre et il y a des associations qui sont là pour ça. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui m'a... Donc, je remercie beaucoup Maître Arsenault, qui m'a beaucoup aidé, une femme formidable. Cette avocate-là, elle m'a beaucoup défendue. Une avocate, tu la voyais en plaidoirie, elle a démonté l'employeur. Elle te l'a décomposé. Ça veut dire ils n'avaient pas de choix de se plier. Et comme ils voulaient pas que ce soit public, parce qu'elle a dit, moi, je vais appeler les médias, genre, elle te les a écrasés. Et comme ils voulaient pas que ce soit public, ben, en fait, le montant que j'ai demandé, ils me l'ont donné. Okay. Sans négocier, sans rien, parce qu'ils voulaient pas que les médias, ils s'en mêlent, parce que oui, ça allait. C'était trop gros, il y avait trop de preuves. Ouais, ça allait bousiller leur réputation. Et en fait, c'est là que j'ai dit, ok, Aram, ok. En fait, ok. Défends-toi, genre, te laisse plus faire. En fait, c'est fini maintenant, genre. C'est fini là, c'est fini maintenant. Genre, maintenant, il y a quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, genre, et honnêtement, je crois que je remercie cette entreprise quand même parce que ça, c'est grâce à elle où je me suis fait violence. Où je me suis dit, je vais plus me laisser faire. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, il a fallu que je me défende tellement jusqu'au bout pour faire valoir mes droits que ça a forcé le respect à un point que les gens, maintenant, ils me craignent. Ça veut dire maintenant, les gens, ils me craignent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Bélec, elle connaît ses droits. C'est-à-dire même maintenant, l'école, ils sont en mode, elle, c'est pas une minorité visible qu'on a l'habitude de voir. Genre, eux-mêmes, ils m'ont laissé tranquille. Parce qu'ils ont compris que vous voulez, je vous suis. T'es fou, je suis fou. Tu viens blanc, je te reçois blanc. Tu viens vert, je te reçois vert. Genre, où tu veux qu'on aille, on y va. Ça, parce qu'au final, comme tu disais, le fait que tu connaisses tes droits et qu'il suffit qu'une personne commence à soit te dire quelque chose de travers ou quelque chose qui est discriminant, tout de suite, tu peux lui dire, écoute, avec cette loi, j'ai mon avocat, vous voulez pas qu'on aille, je pense, sur ce chemin-là, mais là, ce que vous faites, c'est de la discrimination. Mais oui. C'est pour ça quand des fois on me fait des réflexions, je leur dis, mais est-ce que vous savez que ces réflexions-là, on appelle ça du racisme banalisé? Et là, on me regarde, c'est quoi du racisme banalisé? Je leur dis, non, mais en fait, c'est ça le problème. Ça veut dire, moi, ce que je comprends pas, c'est que nous, les minorités visibles, on nous demande de tourner la page, de passer à autre chose, d'arrêter de tout le temps brandir la discrimination, alors que, je suis désolée, c'est ce qu'on vit. J'ai pas vu de policiers tuer un grand taux de blancs parce qu'ils étaient blancs. Tu vois ce que je veux dire alors que tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, arrêtez vous aussi d'être faux, d'hypocrite en fait. Admettez qu'il y a du racisme. Maintenant, admettez qu'il y a du racisme. Nous, on est prêts à faire des efforts et à collaborer pour lutter contre ce racisme-là. Mais ne faites pas du racisme, retourner la situation et nous dire on se met en victime, alors que tous les jours vous nous traitez de babouins, de singes. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on se défend, on dit ouais mais ils aiment trop se mettre en victime, oh on n'en peut plus de cette communauté, oh non. Mais vous nous venez nous chercher, on se défend, on dit ouais non oui. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Ça veut dire on est des êtres humains à part entière, on a un cœur, on a des ressentis. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, quand je vois une femme blanche, de corpulence obèse, et que je lui dis sale blanche, t'es grosse, elle, ça va la vexer, ça va l'atteindre, ça va venir la chercher. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'aurais atteint son truc. C'est vice versa quand j'ai une femme qui me dit sale noire. Quand on vient me voir, on me dit t'es quand même élégante, hein, tu t'habilles vachement bien quand même pour une noire. Hein, si on n'a pas l'habitude. Hein. On n'a pas d'habitude. Mais c'est quoi ça? Ouais. Pourquoi nous aussi on peut pas mettre nos tenues traditionnelles? Vous mettez vos tenues traditionnelles. Pour vous, vos tenues traditionnelles, c'est une chemise et un crop top et un pantalon. Nous, pour nous, notre tenue traditionnelle, c'est un boubou. Pourquoi ça devrait être chelou? Tu vois ce que je veux dire? Nous, on accepte vos différences. Vous nous acceptez pas tel qu'on est, genre. Personne ne t'aimera et tu peux pas demander à des gens de t'aimer comme t'aimerais qu'on t'aime. Si toi, t'es pas capable de t'aimer comme il faut, aime-toi d'abord. Tu peux pas dire, c'est comme quand j'ai des copines, elles m'appellent, ouais, mon mec, je trouve qu'il me respecte pas, il m'aime pas, mais est-ce que toi, déjà, tu t'aimes suffisamment? Ça veut dire que quand tu t'aimeras à un point que
t'as même pas besoin d'avoir l'amour d'un homme. Je peux te garantir que cet homme-là, il va t'aimer comme il se doit. Parce que toi, tu t'aimeras tellement que, en termes d'énergie, tu vas sortir une image que les gens eux-mêmes, ils sauront comment t'aimer. Parce que tu t'aimes trop. Donc déjà, apprends à t'aimer. Tu peux pas ne pas t'aimer et plaindre une personne à qui partage ta vie qu'elle ne sait pas t'aimer comme il faut, alors que toi-même, tu sais pas t'aimer comme il faut. À un moment donné, apprends à te respecter, apprends à te voilà, aime-toi, respecte-toi. Et après, tu verras, ça va faire effet boule de neige. Les gens, ils vont, je t'ai dit, quand tu t'aimes, t'as des gens, ils t'aiment, tu sais même pas pourquoi ils t'aiment. Ouais, c'est ça, ouais. Tu Parce que dégages tu t'aimes tellement que t'es en mode, mais lui, il a quoi avec moi? Et tu sais même pas. Tu vois, tu parlais de Dieu, Aram, et pour, tu vois, finir cette question, je voulais te demander, bah, c'est ça, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, en tant que femme qui a immigré au Québec et qui arrive à, tu vois, s'élever, tu vois, tu t'élèves, tu te supportes, tu Ouais. es propre avocate, soyez votre propre avocate dans la vie. Qu'est-ce qui t'a donné toute cette force et ce courage? Dieu. En fait, faut que tu saches une chose, c'est que moi, j'ai donné mon âme à Dieu, j'ai une foi indélébile. Ça veut dire que moi, chaque jour que je me lève, je me dis, eh, Dieu, t'es mon docteur, t'es mon avocat, t'es mon juge, t'es mon bailleur, t'es mon employeur, t'es mon médecin, t'es mon gynécologue, je t'ai confié ma vie. Ça veut dire, Dieu, je t'ai tout donné. Parce que les périodes où j'ai été extrêmement seule, surtout au Canada, Dieu il m'a envoyé des anges. Ça veut dire, il m'a envoyé des gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi à une période où j'ai cru que je tombais, que j'allais être au fond du gouffre. Je me suis dit, je vais pas m'en sortir. Et Dieu, il m'a dit, tu vas t'en sortir. C'est-à-dire que là, Dieu, il te donne une force inexplicable. Ça veut dire, tu peux même pas expliquer cette force-là d'où elle vient. Tu sais pas. T'es là, tu te lèves, tu enchaînes la petite, nanana, l'école, le boulot, le loyer, la voiture, nanana. T'as pas de pension, mais tu gères. Et à la fin du mois, t'es comme ça, tu dis, alhamdoulilah. Et je suis toute seule avec un salaire, j'ai réussi à tout assumer comme ça sans pension alimentaire. Non, Dieu merci. Parce que quand t'es pas encore résident permanent, t'as pas encore accès aux droits de l'État. Tu vois ce que je veux dire? Vrai, Donc, tout était à mes charges, les avocats, tout. L'immigration, en plus, tu sais comment ça coûte cher pour avoir les papiers, etc. Donc, Dieu, il m'a aidé à subvenir à mes besoins sans que je vende mon corps, sans que je tant que fasse des trucs malpropres. Je veux dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire, sans que je fasse des trucs malsains. Ça veut dire ma foi, mon amour pour Dieu, et ça m'a permis de garder mes objectifs. Je me suis fixé des objectifs. Ça veut dire j'ai pas droit à l'échec. J'ai des gens, je sais qu'ils attendent que ça. Ma chute. Ça veut dire eux, ça me donne une force de fou de leur dire où tu m'attends, tu vas pas m'attendre là-bas. C'est-à-dire, toi là, où tu vas m'entendre, là, ton cœur même va se décomposer. C'est-à-dire, chaque jour, Dieu va te gifler parce que tu vas entendre Aram en train de, tu vois. Ma fille, une force inexplicable. Je me dis, cette chérie, elle a rien demandé. Elle est venue sur terre, c'est la prunelle de mes yeux, c'est l'amour de ma vie. Elle a pas demandé à être sur terre, genre, eh, mon amour, tu sais quoi, je vais tout te donner. Ça veut dire, je vais tellement tout te donner que les chances que j'ai pas eues, tu les auras. Ça veut dire la vie que j'ai pas eue, tu ne vas pas souffrir, ma fille. C'est-à-dire, tout ce que j'ai eu, tu l'auras pas. Je ferai en sorte que tu vas tout avoir. Ma mère, quand tu vois ma mère, tout ce qu'elle a traversé pour nous garantir un bel avenir, un bon cadre de vie. Quand je vois des gens dans certains pays qui galèrent dans la brousse, dans le village, qui arrivent pas à truc, je me dis, alhamdoulilah, Dieu merci. Pour ma mère, j'ai pas le droit à l'erreur. Ma mère, ma fille, Dieu, parce que j'ai envie de prouver à Dieu que je suis une bonne personne et que je fais des erreurs. Je suis pas parfaite, mais que j'essaye de m'améliorer pour le satisfaire, pour être une excellente femme, une excellente mère, pour être un humain vraiment qui va mourir avec la sérénité. On n'est pas parfait parce qu'on est des êtres humains et on a toujours le libre arbitre qui fait qu'on a des choix qu'on doit faire aujourd'hui. Mais Dieu, il connaît le cœur de chaque personne. Et tu sais, comme dans la Bible, il disait toujours que, tu sais, quand ça va être la fin des temps, la fin du monde, l'apocalypse, tout ce que tu veux,
il va savoir les bonnes et les fausses églises. Ouais. Toi, tu peux être là, tu peux prier tous les jours, tu peux dire que oui, moi je suis saint, je suis bon, mais il connaît ton cœur, il sait très Tu bien connais pourquoi. ton cœur. Moi, je respecte toutes les créatures que Dieu a envoyées sur terre et tous les êtres humains qui sont sur terre. Que tu sois une bonne ministre, là, je te respecte parce que tu es un être humain à part entière, comme moi. On est né poussière, on va mourir poussière. J'ai rien de plus que toi. Donc, La société a créé les statuts. Il faut savoir oui, faut que les gens ils se réveillent et qu'ils se disent allô, dans ce ouais, monde, qui a créé la société et les statuts entre les gens, c'est l'être c'est humain. ça. On Wake est up. tous pareils. Car dans le monde spirituel, vous êtes sur la même échelle. Donc, Exactement. Parce que apprenez à respecter votre prochain, non, mais aidez ça, votre... je le dis aux gens. Je le dis, mais Dieu, il a pas pris la colonne vertébrale d'Adam, il a pas pris son bras droit, il a pris la côte. Ça prouve qu'on est égal aux yeux de Dieu. Il a pris la côte de Adam et il a fait Ève. Et il a pas pris la cuisse ni l'orteil, et il a pris la côte. Donc on est kiff-kiff. Amen. On est kiff-kiff. Et Donc, si tu devrais donner un message aujourd'hui à quelqu'un qui a écouté ce podcast, qui nous a regardé et qui se dit ok, j'ai entendu le témoignage d'Ara, j'ai vécu ou je vis de la discrimination ou de l'injustice, c'est quoi le message que tu pourrais lui donner aujourd'hui? alors moi, en fait, le message que je peux donner à ces personnes qui vivent de l'injustice et de la discrimination, c'est pas, ne laissez pas les gens, leur frustration, définir la personnalité ou qui vous devez être. Parce que généralement, c'est quoi qui pousse à la dépression, au craquage, au pétage de plomb, où tu peux aller faire des dingueries et tout? C'est parce que la personne qui t'a atteint, tu l'as laissé t'atteindre. Mais elle est qui? Faut pas laisser les gens. Moi, ça veut dire qu'avec toutes les épreuves que j'ai eues, j'aurais pu finir aigri avec une haine viscérale du blanc. Mais non, ça veut dire, il y a des cons. D'accord? Je parle pas aux cons, ça les instruit. J'ai pas le temps de les instruire. Par contre, que je peux recommander aux gens, soyez fiers de qui vous êtes. Les gens, ils vous font ce qu'ils veulent. Ils essayent de bousiller votre vie. Vous allez pas laisser la décision du personne dicter votre vie ou dicter qui vous devez être ou quel genre de femme vous devez être. Toi, t'es venu au monde à part entière. T'as eu l'amour de tes parents, le soutien de tes parents. Toi, décide de toi qui tu veux être, quel genre de femme tu veux être et que personne te dicte qu'est-ce que tu veux faire. Donne-toi les moyens, bats-toi, force et tu vas y arriver. Parce que là maintenant, moi, regarde Océane, je suis heureuse. En tout cas, Aram, c'est sûr que t'as bien résumé tout ça. Et moi, j'avais aussi vraiment envie de rebondir et de revenir sur le fait que il faut vraiment vous aimer avant tout, vous compléter, vous trouver votre valeur personnelle en vous, spirituelle. Et vous allez voir que grâce à ça, vous allez avoir les armes pour combattre le monde terrestre et vous allez avoir tout le mental, les arbres, les anges qui vont être avec vous et vous allez pouvoir avancer et devenir la personne que vous avez envie de devenir. Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. C'était un super podcast. Merci en tout cas. Que j'ai pas parlé, hein. Bah écoute, tu sais, le podcast, à chaque fois les gens ils me disent ça, je sens que j'ai pas trop parlé, mais le but c'est de parler. Un podcast, le but c'est d'avoir une conversation, de discuter de tout, de nos pensées, des sujets qu'on propose. Donc non, tu n'as pas trop parlé, Aram. En tout cas, j'ai un message à faire passer aux femmes, que les femmes comprennent qu'elles sont des diamants. D'accord? Vous êtes des diamants sur terre, vous êtes des lumières, vous êtes des pépites et des étincelles. Vous pouvez être les femmes que vous voulez être. Donc soyez qui vous voulez être. Et que personne vous dise que vous n'êtes pas capable, vous êtes capable. On est capable de tout. Croyez en vous. Croyez en votre force, en votre bonne étoile, en votre cœur. Et Dieu, il sera avec vous. Amen. Et protégez votre foyer, les femmes. Protégez votre foyer, votre mari, votre famille, vos enfants. Surtout par la prière. Priez, priez, car Dieu, il écoute ces femmes qui crient. Et vivons mieux, vivons cachés. Et vivons mieux, vivons cachés. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté le podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager aussi. Laissez des petits messages en commentaire pour Aram. Elle ira les lire. Pour les personnes qui se poseront des questions et tout, plus tard, quand tu me demanderas, on mettra peut-être le lien Insta, etc.
parce qu'on n'est pas rentré dans Oui. les détails de la compagnie, etc. Donc ça va. Oui, bien sûr, si vous voulez avoir l'Instagram d'Arna, je peux te partager. Et... Of course. En tout cas, Mara, tu passes une belle journée. Je te fais un gros bisou et on se dit à bientôt. Et prenez soin de vous. On se retrouve dimanche prochain. Bye bye.